Du coup, voilà, je vous laisse avec Lisa qui va commencer avec l'éthique de la recherche. Bonjour à tous, du coup pour ceux qui m'ont pas vu encore, et on va partir sur l'éthique de la recherche. On va revoir des notions qu'on a déjà vues dans la semaine, donc c'est super si déjà, quand je vous parle de certaines personnes ou de certaines notions, vous arrivez déjà à vous dire ah oui ça je l'ai déjà vu, c'est déjà un super bon point. Donc c'est parti. Donc voilà, ça c'est votre chapitre. On a en photo Beauchamp et Childress. Alors si vous vous en rappelez, c'est ceux qui ont fait les grands concepts de l'éthique, mais on va en reparler un peu plus tard. Donc, on va parler d'un fondement qui est d'assurer la protection des personnes. C'est un fondement qui est vraiment fondamental. Donc, la recherche, elle est indispensable pour le progrès. On va vous le répéter pendant tout le chapitre. Elle possède un enjeu éthique et elle nécessite des patients volontaires et conscients des risques encourus. Il n'y a pas de recherche sans risque. Donc ça, c'est pareil, on va vous le répéter. Ces trois points-là sont vraiment centraux. Donc on va parler de l'évolution de la recherche biomédicale. Là, on vous fait un tout petit résumé au niveau des dates et des lois, mais on va aller plus en profondeur pour chaque. Donc on va parler de Louis Pasteur et le vaccin contre la rage, du code de Nuremberg dont vous vous souvenez peut-être, du rapport Belmont et de la loi Hurier-Seruskla. Donc on commence, on a une première partie sur un premier éclairage historique qui concerne seulement Louis Pasteur et le vaccin contre la rage. Donc là, la date à retenir, c'est 1888. Donc la recherche sur l'homme est présente et elle expose à un risque, mais ce risque, il est indispensable à la finalité du progrès. Le progrès et la recherche biomédicale sont indissociables. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, les points centraux qu'on a vus en diaporama d'introduction. Le bénéfice attendu de l'expérience est important pour la collectivité, accompagné d'une notion de progrès importante. Voilà, donc le progrès, les risques, toujours super importants. Ensuite, on va parler d'un second éclairage historique. Et cette fois-ci, on va avoir plusieurs lois qui vont être présentes. Alors, 1945-1947, la découverte des expérimentations nazies et le code de Nuremberg. Donc ça, on en a déjà parlé si vous vous en souvenez un tout petit peu. Donc, on va avoir cette révélation des crimes contre l'humanité après la Seconde Guerre mondiale qui va mettre en avant un mépris profond de la dignité humaine. C'est alors en découle en 1947 le Code de Nuremberg qui impose des règles fondées donc, sur le respect indéniable de la personne, donc notamment le consentement obligatoire du patient qui doit être informé, conscient et libre. Ces mots, ils sont vraiment clés. Donc voilà, ça va être tout ce qui est en lien avec le consentement éclairé dont on a déjà parlé. Et il y a aussi les autres principes qu'on a déjà aussi évoqués, mais on les rappelle, ça fait toujours du bien. Donc l'utilité de l'essai, le rapport bénéfice-risque, la possibilité de quitter l'essai n'importe quand, devoir d'arrêter l'essai si celui-ci présente un risque, et l'évaluation indépendante et transparente par un comité. Donc maintenant, on va parler du rapport Belmont de 1978, qui va parler donc des principes éthiques et des directives concernant la protection des sujets dans le cadre de la recherche. On va avoir 4 principes fondamentaux, donc avec Childress et Beauchamp que vous reconnaissez peut-être, donc sur l'exercice éthique de la recherche et du soin, qui porte donc sur les êtres humains. Donc on va avoir le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de justice. Voilà les grands principes vraiment à retenir. On vous en parlera tout le temps. Apprenez-les par cœur. Cela permet donc de construire la décision en articulant intérêt collectif et protection ou besoins individuels. Donc, la loi Hurier-Seruskla, en 1988, va fixer les principes généraux visant au respect de la dignité et à la protection des personnes dans la recherche biomédicale. Donc, les prérequis scientifiques fiables, l'intention positive, les conditions optimales, le consentement. C'est alors qu'on va donc avoir des créations de CCPPRB, donc des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, qui vont devenir des CPP. Pareil, on en avait déjà parlé si vous vous en souvenez bien, c'était le tout premier jour de SHS. Donc des comités de protection des personnes, donc tout ça, donc ce changement CCPPRB en CPP qui se passe en 2004.
Donc, ils vont être chargés d'être les grands garants indépendants de la protection des personnes dans les pratiques de recherche biomédicale. Donc, les CPP, donc les comités de protection des personnes, assurent une protection accrue pour une certaine catégorie de personnes, donc notamment la population vulnérable, mineures, femmes enceintes. Ils ont pour mission donc la validation des procédures éthiques lors de la constitution de collections d'échantillons biologiques humains. Ils vont se prononcer également sur la pertinence des projets, leurs modalités de recrutement et d'information des personnes, les garanties et protections prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche. Donc, ce qui est très important, c'est que l'information écrite doit impérativement être accompagnée d'une information orale délivrée par l'investigateur. Donc, la loi, elle va fixer les champs d'application de ces comités de protection des personnes. La loi, elle fixe également les rôles et obligations des promoteurs et investigateurs, garants de la protection des personnes. Donc, on va parler des promoteurs et des investigateurs. Les promoteurs, ils ont pour rôle ou obligation l'initiative de la recherche, la gratuité du matériel utilisé comme référence, la prise en charge des frais supplémentaires, l'obligation de souscrire une assurance et de se soumettre au CPP. Les investigateurs, quant à eux, respectent les décisions du CPP, font primer la logique de soins sur celle de la recherche et sont garants du respect des droits des patients. On a une évolution de la loi qui se passe en 2004. Donc l'évolution de la loi du fait donc, de la nécessité de transposition en droit français de la directive européenne de 2001. On va avoir cette évolution donc, de la notion de consentement, une évolution du droit à l'information durant et à l'issue du protocole. On va parler donc d'une information, cette fois-ci, en continu. Le fichier national des participants qui est consultable par les investigateurs des recherches biomédicales afin de s'assurer que la personne n'est pas empêchée de participer à la recherche. Donc ça, c'est tout ce qui va évoluer. Consentement, information en continu et les fichiers nationaux des participants consultables pour les investigateurs. On va avoir aussi donc, des événements indésirables attendus ou inattendus et on va voir comment l'investigateur et le promoteur doivent réagir. Donc, l'investigateur a pour rôle donc, de notifier immédiatement les événements indésirables au promoteur ou directement au CPP et rédiger un rapport complet et détaillé. Le promoteur doit tenir des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés, communiquer aux autres investigateurs toutes les informations susceptibles d'affecter la sécurité des personnes, déclarer tout événement indésirable inattendu au ministre de la Santé et au CPP concerné. Donc, les événements indésirables graves ont un délai maximum de 7 jours. En cas de danger, donc, on a la mise en place de mesures urgentes de sécurité et arrêt de la recherche. Donc voilà pour ce chapitre, c'est un chapitre qui est assez court, mais on retient vraiment, en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu des petites fiches pour chaque loi, avoir les grandes notions, comme ça vous avez vraiment une idée générale du cours au moins. Vous pouvez l'applaudir. Ah, Ok, ouais, effectivement, là, ce qui est important, c'est de retenir la chrono des lois pour ce cours-là. La notion de promoteur, investigateur, c'est important. Et surtout, je souligne les comités de protection des personnes. Ça, c'est une notion qui est hyper fondamentale pour ce cours-là. Après, globalement, vous allez voir que pour vos 3 chapitres de bio, ça va être globalement hyper intuitif et globalement aussi la même chose. On est un sujet un peu sociétal, on a une application sociétale précise. Là, c'était la recherche. Là, on va voir tout de suite la procréation et puis la génétique. Et puis on se pose des questions éthiques dessus pour savoir dans quelle mesure on peut injecter une dimension morale dedans. Donc pour vous, ce sera globalement ça. Et vu que ça sera des QCM en plus, ça sera un peu plus facile que si c'était des QROC. Mais tout ce que je peux vous conseiller pour les crocs une dernière fois, c'est de relire à la limite le diapo que je vous ai fait sur les conseils pour remplir les crocs. Et à part ça, ça se passera super bien. Du coup, on va enchaîner direct avec la génétique.
Et surtout, si c'est pas clair, il y a les tuteurs là, qui passent autour, vous pouvez poser n'importe quelle question, n'hésitez pas comme d'habitude. Et là, du coup, on part sur la bioéthique, génétique et génomique. Donc, on va commencer par un petit historique. Donc la génétique, à la base, elle a toujours été associée à la sélection et à l'amélioration, donc sur des critères génétiques. Dans un premier temps, on a eu Gregor Mendel, c'est une grande figure de la génétique, et il procédait en fait à la sélection des espèces pour en optimiser le rendement et la qualité. Donc voilà, il y avait vraiment cet esprit de sélection à l'époque. Aujourd'hui, la génétique, on l'utilise fondamentalement en médecine, dans des domaines de diagnostic et de guérison. Elle s'appuie sur de nouvelles connaissances, la découverte de l'ADN et de chromosomes, et surtout la biologie moléculaire. Et ça, c'est vraiment des disciplines qui sont assez récentes, la découverte de la structure des chromosomes, de l'ADN double blanc, etc. C'est très récent, on parle vraiment de découverte du XXe siècle. C'est une discipline en médecine qui est hyper récente et qui est toujours en train de se développer. Du coup, voilà, c'est une discipline originale qui a mené à l'existence d'un débat entre le diagnostic et la prédiction. Si vous voulez, pour différencier les deux, le diagnostic, ça va plus être qu'on a une pathologie et on va essayer de voir, génétiquement parlant, à quel type de mutation elle peut être due. Donc on a d'abord la pathologie et ensuite on va essayer de savoir génétiquement les facteurs, en fait, qui peuvent être des facteurs de risque. Par contre, la prédiction, c'est un peu le système inverse, c'est le raisonnement inverse. On va chercher à savoir, si on regarde le profil génétique d'une personne, si on remarque certaines mutations par rapport à un profil génétique normal, on essaye de prédire, du coup, littéralement, quel type de maladie on peut avoir. Il y a vraiment, du coup, une distinction entre le diagnostic et la prédiction, et ces deux domaines, du coup, d'application très importants. Du coup, il y a plein d'applications. Il y a le diagnostic prénatal, néonatal, on va revoir ça, le dépistage des cancers, les campagnes préventives, l'analyse du génome et la thérapie génique. Ça, c'est un grand domaine en ce moment, la thérapie génique. Donc la génétique permet d'avoir une réflexion globalement sur le développement du vivant. Du coup, d'abord, l'accès au génome, comme je l'ai dit, c'est récent. Depuis les années 2000, on a un séquençage de l'ensemble du génome. Seulement, du coup, depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment... ouais. On sera capable d'obtenir un séquençage rapide et complet pour un coût d'environ 100 € d'ici 2025. Je précise qu'en 2003, c'était estimé à 3 milliards d'euros. Donc vraiment, on a un rendement qui est bien meilleur au niveau de l'efficacité et du coût. Ça devient vraiment plus démocratisé maintenant. Donc on a un plan de médecine génomique qui se développe pour 2025. On veut en fait une obtention d'un séquençage très haut débit qu'on pourrait utiliser dans le milieu hospitalier par exemple. Pardon, hop. Et du coup, les limites, qu'est-ce que c'est ? On a une démocratisation globale de l'accès au génome puisque c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Sauf que ça nécessite, comme tous les domaines à grande expansion, d'avoir une réflexion bioéthique, réguler l'accès. On se demande toujours quelles sont les barrières en fait, qu'on doit fixer pour ne pas tomber dans des abus. Donc, on essaye vraiment au maximum de se poser les bonnes questions, d'arriver à certaines régulations. On a besoin aussi d'une éducation citoyenne, que les gens soient au courant de comment ça fonctionne, et du coup de rendre les individus responsables de la gestion de leur génome. La gestion de leur génome, c'est-à-dire les informations auxquelles ils peuvent avoir accès. Et du coup, l'accès au génome, il va de plus en plus vers une complexification des pratiques et des connaissances. Donc on va donner deux exemples. Le premier, c'est celui de l'épilepsie monogénique. Donc on découvre qu'on a une mutation. Quels vont être les effets cliniques ? Qu'est-ce que ça va nous donner comme pathologie ? Et suite à ça, comme symptômes. Donc il faut prendre en compte les variabilités, ça c'est hyper important parce que pour beaucoup de maladies, à la base, quand on ne connaissait pas encore beaucoup la génétique, on avait l'impression qu'une mutation allait donner une maladie précise. Sauf que ça c'est un domaine super binaire. Il y a une variabilité énorme en fonction des personnes. Donc on a un impact de l'environnement, l'interaction gène-environnement, globalement en génétique, elle est très importante. Donc, et notamment sur la survenue de l'épilepsie. Il faut relativiser la part du génome dans la pathologie. Il n'y a pas uniquement des facteurs génétiques qui vont nous donner, avec une grande certitude, la maladie précisément. En ce qui concerne précisément l'épilepsie monogénique, on peut avoir énormément de gènes répartis sur différents chromosomes différents qui peuvent être facteurs de risque. Ce n'est pas les mêmes, il y a vraiment c'est multifactoriel en fait. Il y a le côté environnement qui joue, le mode de vie, le type d'exposition qu'on peut avoir qui peuvent aussi être facteurs de risque. Et il y a la grande variabilité, le grand panel de gènes qui peuvent être impliqués. Il faut comprendre que ça reste des domaines complexes. Deuxième exemple qu'on va avoir, c'est le séquençage haut débit et la prédiction. Donc d'ici 2025, on aura, comme je vous ai dit, des plateformes de séquençage hyper performantes. On peut les utiliser pour les pathologies les plus graves, mais on pourra rechercher aussi des facteurs de risque dans de nombreux domaines.
Du coup, ça s'arrête quand exactement? Est-ce qu'on va se diriger vraiment sur une médecine prédictive ou par exemple, là, ça deviendrait vachement réducteur. Est-ce qu'on va essayer de chercher pour toutes les personnes quels sont leurs facteurs de risque et on va avoir une personne, par exemple, on va avoir son profil génétique en vue. Est-ce qu'on va lui dire, il y a d'ici 10 ans, tu as tel type de chance de développer telle maladie? Est-ce qu'on ne viendrait pas trop dans un domaine de prédiction lié complètement au profil génétique de la personne? Ça, c'est aussi une limite à considérer. Et du coup, on va voir maintenant les différents domaines de la génétique. On va en avoir 3. Le premier registre, c'est le dépistage, donc il concerne l'âge avancé, plutôt qu'on a grandi, enfant et puis adulte. En fait, on va essayer d'expliquer les phénomènes génétiques liés à l'apparition de la maladie. On a une pathologie, d'où elle peut venir, quels peuvent être les facteurs génétiques en cause. Et ensuite, quand on a diagnostiqué une pathologie génétique, vu que c'est génétique, il va y avoir un impact familial. Quels sont les membres de la famille qui peuvent être touchés? Et peut-être ceux qui sont asymptomatiques, mais qui peuvent avoir des chances plus tard de développer la maladie. Ça, c'est une autre problématique. Et ça va nous mener au registre suivant, le second. Du coup, c'est la prévention, logiquement. Donc, on a notre membre de la famille, on a diagnostiqué avec une pathogénétique. Du coup, on va proposer un diagnostic familial pour voir dans la famille qui est touché, qui a en fait les facteurs de risque génétique de développer la même pathologie. On va évaluer le risque du coup de développer les symptômes de cette maladie. Et là, du coup, l'intérêt, ça va être de développer une prise en charge au plus tôt pour éviter un développement grave, un développement des symptômes, vraiment. Ça nous mène ensuite à la recherche d'un traitement qui pourrait être efficace pour soigner cette maladie, contrôler les symptômes. Donc on va essayer du coup de comprendre le fonctionnement de cette maladie, comment elle va se répercuter, comment la mutation qu'on a remarquée va se répercuter au niveau des organes, par exemple. On va faire de la recherche en génétique, il y a énormément de recherches. On va découvrir comment la traiter, ça c'est compliqué, ça prend du temps, démarche de long terme, mais elle est fondamentale parce que sur long terme, on pourra trouver différents remèdes. Notamment, il y a des applications au niveau du cancer qui sont fondamentales, avec notamment la thérapie génique. On va avoir des anticorps monoclonaux, polyclonaux, ça c'est des trucs que vous reverrez plus tard. Mais on va faire de la recherche du coup pour essayer de traiter ces maladies complexes. Ensuite, pour les pathologies génétiques les plus fréquentes, ce qu'on va faire, c'est qu'en France, on va effectuer un dépistage systématique, donc prise de sang sur tous les nouveau-nés de France. On va faire le repérage de ces maladies. En fait, les maladies les plus fréquentes, par exemple, on va avoir la mucoviscidose, la drépanocytose, des maladies à impact grave. Donc pour tous les nouveau-nés, on va vraiment chercher si on a les facteurs de cette maladie. Et il y a 2 choses à différencier par rapport au dépistage systématique qui sont importantes. D'un côté, là, on est vraiment sur une démarche de dépistage. Donc de dépistage sur des êtres qui sont déjà nés, on a nos nouveau-nés, et pour éviter qu'ils ne meurent, qu'ils développent des symptômes très graves, on va réaliser ce dépistage systématique pour faire une prise en charge vraiment le plus tôt possible. Sauf que l'eugénisme, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, il va être important à retenir, en tout cas en ce qui concerne la génétique, ça va être une méthode de sélection sur des critères génétiques des individus dans un but d'amélioration de l'espèce. Donc l'eugénisme, ce n'est pas quelque chose de moral, ce n'est pas quelque chose d'éthique. Ça différencie avec cette démarche de dépistage. L'eugénisme, on va avoir même, si vous voulez, des embryons, des êtres qui ne sont pas encore nés. Et on va essayer d'établir des profils pour savoir lequel va être le plus à même d'avoir un... En fait, on va être en recherche d'un profil génétique parfait, ce qui n'est pas moral, encore une fois. Et du coup, là, on va vous parler du dépistage génétique anténatal. Il y en a 2 qu'on va différencier ici. D'abord, on va avoir le diagnostic prénatal. Donc voilà, la femme est enceinte, l'enfant est à naître, il n'est pas encore né. Mais est-ce que la grossesse est médicalement possible? Est-ce qu'on va avoir des problèmes, des complications? En fait, si on a complications, si on remarque qu'on a pathologie grave potentiellement, on va se diriger éventuellement sur une interruption de grossesse médicale. Ça, on va le revoir un peu après, on va détailler exactement comment ça se passe. Donc on est sur une IMG. Et bien sûr, la décision finale appartient au couple et plus précisément évidemment à la femme. Au niveau du diagnostic préimplantatoire, donc si on est sur une procréation médicalement assistée, avant d'implanter, on peut aussi se poser les questions des pathologies génétiques présentes dans la famille. Si le couple a des pathologies génétiques graves, comment on va éviter de les transmettre? En fait, du coup, voilà, je vous ai parlé d'assistance médicale à la procréation, l'AMP. On va avoir recours à la fécondation in vitro, parce que là, on va pouvoir plus ou moins en fait, contrôler, parce qu'on va avoir différents embryons qu'on va créer in vitro, et on va sélectionner ceux qui sont sains. En fait, on va un petit peu regarder au niveau chromosomique comment ça se passe, et ceux qui ne présentent pas la pathologie, on va les considérer comme étant des embryons sains, et ceux-là, on va pouvoir du coup les implanter dans l'utérus et mener une grossesse qui sera à terme saine, qui présente ni risque pour la mère, ni risque pour l'enfant. Les 2 sont hyper importants à considérer. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de risque, bien sûr, pour la mère. Est-ce que ça va jusque-là? Oui.
Super. Du coup, évidemment, puisqu'on parle de recherche, de limites, de questionnement moral, on a aussi du coup, une dimension éthique et sociétale. Donc, comme pour toute question scientifique, les réflexions éthiques prennent une place évidemment prépondérante dans l'évolution de cette discipline. Il faut se poser les bonnes questions pour qu'elle évolue d'une façon correcte, qui ne nuit à personne. On a plusieurs points ici à considérer. Ça récapitule un petit peu, mais du coup, c'est pratique. On a une interaction gène-environnement. Donc, le développement d'une patho peut dépendre de la présence d'un facteur de risque extérieur. Ce n'est pas uniquement le profil génétique qui détermine, les facteurs d'exposition, mode de vie, comportement global. Ça va beaucoup jouer. On peut avoir, par exemple, si vous voulez tous, si on établit notre profil génétique, on peut très bien avoir certaines mutations silencieuses qui pourraient être en fait facteurs de risque de cancer, mais dépendamment de notre mode de vie, ça va évoluer hyper différemment en fonction des personnes. Il y en a qui vont développer ensuite différentes pathos, d'autres non, en fonction notamment si on a un mode de vie sain ou non. Il y a un facteur un peu plus ou moins aléatoire, plus ou moins environnement, beaucoup de choses à considérer. Et le patient a le droit en fait de ne pas savoir et le droit de ne pas avoir envie, parce que c'est des informations qui sont extrêmement impactantes au niveau de la génétique. On découvre beaucoup de choses sur soi, des prédictions sur certaines pathologies possibles. Le patient a le droit de ne pas être au courant de ça. Donc là, ça va être hyper important, comme pour tous les domaines d'application médicaux, de recueillir le consentement de la personne. Ça, toujours fondamental, et un consentement, encore une fois, éclairé, où on a vraiment une information orale, écrite. On a vérifié que c'était compris. Dans le consentement, il faut toujours vérifier qu'on donne une information, qu'elle a été entendue et comprise. Et du coup, considérer, dans une pathogénétique, l'importance de l'impact familial, vraiment. On a un risque de stigmatisation et de discrimination, bien sûr, face à certaines pathologies génétiques qui peuvent amener à des handicaps plus ou moins visibles, à un mode de vie plus ou moins compliqué par cette information. Sociétalement, on va essayer de gérer ça en étant le plus ouvert d'esprit possible. Et du coup, la société, ça en découle en fait précisément, doit alors adopter un modèle d'ouverture. Donc, on a vu les lois de la bioéthique et les différentes lois aussi dont Lisa a parlé juste avant. Donc, des protections via les différentes lois qu'on va mettre en place. Et on va essayer d'éviter les abus grâce à une politique équilibrée tout simplement grâce à des mesures d'information des populations, d'éducation, de prévention au niveau de ça. Ensuite, il y a différents risques à un manque de réflexion éthique. C'est pour ça que l'éthique va être vraiment fondamentale. Dans un premier temps, le risque, ça va être de basculer vers une médecine normative. Donc en fait, on va normer. On va dire ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Un système assez binaire et réducteur en fait. On va mettre en place du coup plutôt une médecine qu'on dit de prédiction raisonnée, en concordance avec des démarches d'aide en personnes aux situations de handicap, tout simplement. Et ensuite, le deuxième risque, c'est, comme je l'ai dit, faire preuve de réductionnisme. Il faut garder à l'esprit qu'il n'existe pas de normes biologiques préétablies. Il n'y a pas de profil génétique normal. Comme je vous l'ai dit, si on regarde nos différents profils, même à nous, on aura tous en fait des problèmes épigénétiques, des cassures, des mutations. Tout dépend en fait si elles se manifestent en pathologie ou pas, mais personne n'a un profil génétique parfait. Il ne faut pas considérer le... Parce que ça, du coup, c'est comme ça qu'on rentre dans un modèle d'eugénisme. Il ne faut pas réduire la personne finalement à son anomalie génétique. Et surtout, il ne faut pas oublier l'importance du secret médical, toujours fondamental dans tout. Si vraiment vous devez retenir 2 trucs de cette semaine, c'est consentement et secret médical. Ça, c'est super important. On respecte la volonté du patient. S'il ne souhaite pas informer sa famille, il est en droit de ne pas l'informer. Mais si vous voulez, d'un point de vue moral et d'un point de vue considération des suites qui peuvent être compliquées du développement des symptômes, ce sera au médecin, du coup, d'informer la famille. Si le patient ne veut pas le faire, le médecin sera tenu de le faire. Et du coup, la bioéthique, maintenant, par définition, retenez-la, je vous le conseille, elle consiste à réfléchir aux questions que soulève la biologie de manière pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est hyper important, c'est pas qu'au niveau médical. On a aussi le domaine sociologique, économique, médical et spirituel, toutes les sphères en fait de la société. Le but est de construire une règle commune où on essaye de faire les choses correctement, on va donner comme des règles d'application pour que tout se passe bien et harmoniser les pratiques en ce sens. Les lois de la bioéthique, elles posent l'usage strictement médical de la génétique. Elles protègent l'ensemble de la société d'un mésusage de la génétique et d'abus qui peuvent être faits. Peut-être que vous entendrez parler notamment du clonage, de recherche sur les embryons. On va essayer de mettre certaines barrières pour ne pas aller trop loin dans l'utilisation de la génétique qu'on pourrait faire. Dans ces lois, en fait, on va avoir 3 aspects principaux. Le premier, fondamental, c'est le rejet du réductionnisme et des discriminations, comme on en avait parlé en fait, liées aux caractéristiques génétiques de l'individu. Donc première chose. Ensuite, le génome, c'est un patrimoine personnel qui exige une confidentialité dans le traitement des données, la nécessité d'un consentement éclairé dans les procédures de soins et de recherche.
On va tout le temps demander son consentement au patient, quelles que soient les démarches qu'on va faire. Et surtout le refus de tout déterminisme génétique, où l'on considérerait l'individu comme génétiquement programmé. Comme on l'a dit, c'est multifactoriel, donc il n'y a rien qui est parfaitement programmé, sans prendre en compte du coup, les conditions de vie et l'impact de son environnement. Ça résume en fait tout. Et du coup, pour terminer, un petit focus sur l'IMG. Alors là, c'est important de retenir les critères. Tout simplement, c'est une interruption de grossesse réalisée sans restriction de délai. C'est en fait à différencier de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, qui est une décision personnelle de la femme. Là, on parle d'une grossesse qui, dans tous les cas, doit être, même si c'est du choix de la femme, selon des critères médicaux, présente à risque, ce qui n'est pas le cas d'une IVG. Donc voilà, pour motif médical, ça peut porter atteinte à la santé de la mère comme à la santé de l'enfant à naître. Et voilà, l'enfant à naître va être porteur d'une affection incurable, très grave, qu'on ne peut pas soigner. La procédure, c'est quoi ? D'abord, la femme enceinte formule la demande elle-même. Elle a la liberté du coup de vouloir arrêter, elle va formuler la demande, elle va bénéficier ensuite au niveau de la procédure, de la prise en charge, de comment ça va se passer, d'une information médicale éclairée. Et ça, c'est important, c'est pas qu'un consentement oral. Elle doit confirmer absolument sa demande par écrit à l'équipe médicale. Le consentement est confirmé par écrit. Voilà pour ce deuxième chapitre, du coup. On va enchaîner direct sur la procréation. Vous voyez, c'est vraiment 3 petits chapitres. Pas de questions jusque-là, tout va bien? Ouais. C'est assez intuitif pour le moment, c'est ouais. Tant mieux. Du coup, on va terminer dernier cours de la journée sur la procréation, et non sans émotion, parce que du coup, ce sera ma dernière présentation de cours de tout mon mandat de tutrice, donc je vous demande toute votre attention. Du coup, on va commencer déjà sur les lois de la bioéthique. Pour toute activité humaine, il y a des limites collectives à définir. C'est comme ça que je vous ai introduit les 3 chapitres. Dans la profession médicale, c'est particulièrement le cas. On va particulièrement se poser certaines questions. Leur rôle est de créer des règles de vie communes. Petite citation, histoire de voir un peu de quoi on parle. Légiférer devient parfois une nécessité, puisque la loi a pour finalité non seulement de maintenir les grands équilibres d'une société, mais aussi de protéger ceux qui ont besoin de l'être. Donc voilà, c'est au niveau des lois de la bioéthique. On va être vraiment sur une intention de protection, un maximum. Il y a 3 avantages à ces lois. Premier, c'est de permettre de réfléchir à des enjeux de santé et de société qui vont au-delà des enjeux politiques. On va admettre une vertu pédagogique immense. Ça va en fait énormément éduquer les populations d'avoir ce genre de réflexion. Au niveau d'eux-mêmes, les propres questionnements qui vont s'imposer dans leur vie, au niveau de leur santé. Et ça va permettre aussi de créer des débats au niveau de l'opinion publique. Et les débats, c'est extrêmement positif. Ça permet de discuter ensemble, de voir les limites de chaque chose. Et ça va poser bien sûr des repères. Du coup, les lois initiales de la bioéthique, ça date au début de 1994. Mais elles ont été évidemment révisées de nombreuses fois, puisque, si vous voulez, avec l'évolution des débats sociétaux, des nouvelles pratiques, des nouvelles problématiques qui se mettent en place, on va toujours les réviser, les mettre à jour pour qu'elles restent en concordance avec la vitesse d'évolution sociétale. Elles ont à l'aboutissement d'un processus de maturation, de consultation, de réflexion. Au final, c'est énormément de discussion, l'éthique. Donc, en fonction de cette avancée, globalement des avancées scientifiques et technologiques de la société, et bien sûr des évolutions sociétales. Donc, on a tout le temps de nouvelles problématiques et de nouvelles demandes en jeu. Donc, c'est pas du tout en fait un domaine qui est fixe. Il évolue tout le temps en fonction de ce qui se passe. Il n'est pas du tout voué à rester lui-même tout le temps. C'est des lois de la bioéthique en fait, qui vont être structurantes pour la société énormément et évolutives, comme on l'a dit depuis 2 minutes. Du coup, pour avoir un petit historique rapide par rapport à la procréation, on va voir 3 figures principales. La première, ça va être Leeuwenhoek, qui lui va mettre en évidence des follicules ovariens, première découverte au XVIIe siècle. Suite à ça, on va avoir Spallanzani qui va du coup faire les premières fécondations artificielles sur des œufs de grenouille au XVIIIe. Donc là, on est encore sur l'animal. Mais ensuite, Hunter qui va faire la première insémination artificielle humaine. 3 figures principales, Leeuwenhoek, Spallanzani, Hunter, en ce qui concerne la procréation.
Du coup, ces différentes expériences, elles ont permis des avancées majeures, puisqu'on a découvert énormément de trucs sur comment fonctionne la fécondation, la procréation, donc à quoi ressemble une gamète, ses caractéristiques, les principes vraiment chimiques, biochimiques de la procréation au niveau cellulaire, la découverte du follicule de De Graaf. Ces pratiques étaient évidemment vivement condamnées à l'époque. On touchait vraiment à la procréation parce que maintenant on est plus ouvert d'esprit sur la question. À l'époque, il y avait vraiment une question religieuse, une question de limite morale humaine. Ça a mené évidemment à beaucoup de débats publics. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était absolument fondamental de les faire, puisque ça nous a fait avancer jusqu'à pouvoir permettre une conservation des gamètes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans des centres de congélation et de conservation du sperme. Maintenant, on peut faire des dons de gamètes et du coup recourir à l'insémination en cas de stérilité conjugale. On a vraiment maintenant des moyens pour des couples qui sont stériles, qui ont du mal à concevoir, de leur trouver des solutions. Donc ça a quand même mené à des avancées qui sont aujourd'hui très utiles dans nos sociétés modernes. On va déjà voir, du coup, après le don de gamètes, une seconde finalité, c'est l'autoconservation du sperme. Du coup, la cryoconservation, donc cryo lié au froid, cryoconservation permet de conserver le sperme à long terme, très important, sans altération de sa qualité. On va toujours avoir des gamètes tout aussi fonctionnelles. Ça permet de préserver les chances de procréation d'un homme qui va être soumis par exemple à des traitements potentiellement stérilisants, comme la chimio ou la radiothérapie. Ça va être indispensable, en fait on va directement le préconiser. Dans le cadre des traitements antinéoplasiques, un traitement antinéoplasique, c'est typiquement les traitements qu'on donne, par exemple la chimio et la radio en fait, dans le cadre, si vous voulez, d'arrêt de propagation des cellules cancéreuses et tumorales. On va avoir aussi certaines indications préchirurgicales. Selon les chirurgies qu'on fait, il peut y avoir plusieurs risques de devenir stérile suite à ça. Aussi des traitements immunosuppresseurs qui peuvent s'accompagner d'altérations secondaires de la spermatogénèse. Du coup, ça, c'est plutôt dans un titre préventif. On sait que ces interventions peuvent être potentiellement stérilisantes. On va déjà du coup conserver les gamètes dans un premier temps pour conserver la liberté de choix ensuite pour l'homme et le couple de pouvoir avoir des gamètes, des embryons, puis des enfants. Et du coup, la conservation de sperme, c'est du coup dans les centres une part croissante de l'activité aujourd'hui depuis 1973. Et ce genre en fait de pratique, ce genre de possibilité, ça permet de tenir compte, de prendre en compte les choix individuels des patients. C'est très important de toujours garder l'esprit ouvert quant à leur volonté, et notamment leur future volonté de fonder une famille. Du coup, concernant la PMA, la procréation médicalement assistée, lors d'une FIV, fécondation in vitro, on peut féconder plusieurs ovocytes et donc obtenir plusieurs embryons. Ça, c'est dans les faits. Tous ne sont pas implantés chez la femme, puisque sinon on va obtenir, il y a de gros risques qu'on obtienne des grossesses multiples. Et après, ça va être le choix du couple, en fait, de conserver ou non les embryons surnuméraires pour une tentative ultérieure de grossesse. Et ça pose ça certains problèmes, parce que si on a une accumulation des embryons, puisqu'on en a créé plusieurs, ça pose la question, voilà, savoir si on va les détruire ou non. Ça pose un débat éthique. Voilà, l'embryon, est-ce qu'on le considère comme un être humain ou non? Est-ce que c'est éthique de les détruire? Dans quelle mesure on le fait? Ça, c'est déjà un immense débat éthique qui a été débattu pendant très longtemps. Et ça pose vraiment l'importance de définir des modalités, des règles pour la procréation médicalement assistée. Et du coup, là, on va voir que la loi a statué sur certaines de ces grandes questions. On va en avoir 4 qu'on va voir directement. La première. Du coup, à qui va s'adresser la PMA? Première chose, c'est que le couple doit être vivant, bien sûr, et qu'il doit fournir la preuve d'une vie commune et d'une union stable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la PMA elle va être indiquée pour remédier à l'infertilité médicalement diagnostiquée. Okay, typiquement, ça va être genre au bout de 2 ans, si le couple avec rapport sexuel régulier n'arrive toujours pas à obtenir une grossesse, on va considérer vraiment là qu'il y a un problème de fertilité. Et médicalement, là, on aura une prise en charge. Et bien sûr, éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave. Là, on va pouvoir, notamment, comme on l'avait vu, faire de la fécondation in vitro, voilà, voir quels embryons sont sains, implanter les embryons qui sont sains. Les 2 membres du couple, bien sûr, doivent consentir à la technique. Deuxième question, que va-t-il advenir de nos embryons surnuméraires? En fait, pendant 5 ans, notre couple il va être consulté chaque année, annuellement, pour savoir ce qu'ils veulent faire de ces embryons surnuméraires. La conservation peut perdurer au-delà des 5 ans si la demande est formulée par le couple. La destruction des embryons surnuméraires n'est possible que depuis 2004. On est sur quelque chose d'assez récent, puisqu'avant on se posait la question, voilà, est-ce qu'on est sur finalement
un meurtre d'embryon, un meurtre de futur potentiel être humain, parce que c'est un statut, finalement, l'embryon qui est assez difficile à poser. Donc il y a eu beaucoup de questionnements sur ça. Depuis 2004, on peut en arriver à la destruction. Une alternative possible pour ces embryons surnuméraires, c'est tout simplement de les donner à un couple où les deux personnes vont être stériles. On va pouvoir leur donner ces embryons. Et les lois de 2004, du coup, permettent par ailleurs une ouverture vers la recherche concernant les embryons. Alors notamment, surtout, le premier domaine d'application, c'est les cellules souches. Mais ça reste très controversé. On a encore beaucoup de limites à poser parce qu'on peut rapidement aussi là arriver vers des abus. Troisième question, du coup, comment est encadré le don de gamètes ? Le don de gamètes, il est gratuit. Gratuit et anonyme, très important. On va avoir une limitation du nombre d'enfants qu'un donneur peut engendrer, parce que sinon on peut arriver, comme on s'en doute, à des risques de consanguinité. C'est pour ça qu'on va limiter le nombre d'embryons. On va s'assurer que le donneur n'a pas de maladie génétique transmissible ou sexuellement transmissible qui pourrait transmettre à l'embryon, qui pourrait avoir des risques sur sa future santé. Et l'homme et la femme, légalement, s'engagent aussi à la reconnaissance de l'enfant qui sera issu, légalement reconnu comme du coup leur propre enfant. Et dernière question, quand on a fait une autoconservation, cryoconservation de sperme, combien de temps on va garder les paillettes du coup ? Les patients sont attachés à la prolongation de la garde des paillettes sur un long terme, tout simplement parce qu'ils veulent avoir la liberté, sans être pressés, de choisir quand ils ont envie de les utiliser, d'arriver en fait à la création des embryons. La liberté de fonder une famille quand et comme bon leur semble. Donc en fait, on ne va pas avoir du tout de limitation de durée de conservation et c'est l'homme en fait lui-même qui formulera la demande de détruire ses gamètes. Voilà. On a enchaîné assez rapidement, j'espère que c'était clair pour ces 3 chapitres. Ça va ? Super, et bien comme d'habitude, on va passer au caout. Et ensuite, ce sera fini. Il y a des bonbons, à mon avis, en Marie Curie. On peut demander à un tuteur d'aller en chercher ? Tuteur, va chercher des bonbons en Marie Curie. Merci. Un micro ? Et les micros. Hop, pouvoir passer vite. On demande la correction en fait, parce qu'on verra nous directement qui a répondu quoi et après on leur demande de justifier. Voilà. Quoi ? C'est bon, ça marche. Je suis. Je sais plus. Moi je les ai corrigés en tout cas, mais. Margot peut-être. De quoi ? C'est bien SHS. Ah ouais, c'est vrai, bah tant mieux, c'est cool. En plus, vous allez voir, vous allez avoir. C'était vraiment l'idée de dernière minute. Genre, il est trop cool, c'est Monsieur Bouquet, là. Il fait des grosses blagues de beauf. Ah, c'est marrant. Bon, faut être fou. Ça fait quelque chose que ce soit le dernier. J'aurais même pas envie de chialer, je te cache pas. C'était sympa, je trouve qu'on m'a présenté pour la dernière fois. On sent l'émotion. Ah de ouf, franchement. Le micro, j'adore, il y a une petite passion. Du coup voilà le code PIN, je vous laisse vous connecter.
c'était vraiment il y a 5 minutes que tu termines. Tu vois, je suis descendue là, je suis descendue, c'était justement pour leur demander s'ils les connaissaient, tu vois. Ouais. Je crois qu'on a tout le monde, on va commencer du coup. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme moi. Ah ouais? Son nom c'est Lizou. Putain, c'est drôle. La glycolyse, c'est bien. Ça. Vas-y, on démarre. Les principes fondamentaux proposés par Childress et Beauchamp. Donc ça c'est facile. Bienfaisance, non-malfaisance, justice, autonomie, liberté, égalité, fraternité, injustice, malfaisance, paternalisme, liberté, autonomie. C'est bien, là j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi vous avez retenu. Nickel. On enchaîne. Vrai ou faux, lors d'une recherche médicale, recueillir le consentement du patient n'est pas obligatoire. J'ai bien insisté, si vous ne réussissez pas, vous sortez. Hein. Moquette, ouais. Quel décret institué en 1947? Déclaration d'Helsinki, rapport Belmont, Code de Nuremberg, loi Urias-Seruska. Il y a quelqu'un qui a la date, qui peut me dire la date du rapport Belmont? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des bonbons là? C'est où? C'est là, premier rang. Mais je suis seule, mon pote. Carrément. Elle est où ta team SSH sauf moi? Mais j'ai plus de team. Moi j'ai géré le micro. Moi je suis présente. Moi. Mais de tout ça, j'ai pas eu de team, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, toi t'es restée là, t'es la best. Pour le rapport Belmont, la date? Quelqu'un veut participer pour la date du rap... Oui, là-bas. Pardon, de la loi Urias-Seruska. T'as dit quoi? Non. Ouais, c'est ça. Bien joué. Ah merde. Ouais, prochain. Déclaration des institutions, je me rappelle plus, donc on va pas demander. 64. Non, ok. Moquette on fire ou pas? Moquette on fire. Lors d'une procédure visant à une interruption médicale de grossesse. Donc le consentement oral de la femme enceinte concernée est suffisant. L'IMG peut être réalisé si la grossesse met en péril la santé de la mère. L'IMG est soumise à une restriction de délai. Le médecin est à l'origine de la demande d'IMG. Du coup, c'est évidemment pas que le consentement oral, on a aussi un consentement qui va être écrit. L'IMG, il n'y a pas de restriction de délai, c'est important, c'est médical, donc c'est n'importe quand durant la grossesse. Et c'est la femme, pour le coup, qui va être à l'origine de la demande, c'est pas le médecin qui peut la forcer à le faire. Ah, par contre, vous êtes très fort par ça. Important de le souligner. Je me demande qui est Moquette. Concernant la dimension éthique de la génétique, le dépistage systématique est une forme d'eugénisme. Toutes les mutations mènent au développement de maladies. La médecine normative est un abus de la génétique. Il n'y a pas de risque de stigmatisation des patients porteurs d'anomalies. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler une définition de l'eugénisme et pourquoi la rouge est fausse, s'il vous plaît? Il y a des bonbons en jeu. Vas-y, au premier rang. Attends le micro.
Et du coup, pourquoi le dépistage systématique Enfin, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le dépistage systématique? Pourquoi c'est pas de l'eugénisme? Bah déjà, bonbon, s'il vous plaît. Excellente réponse. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça, du coup? Ouais. Nickel. N'hésitez pas à demander aux tuteurs qui tournent pour répéter. Tournez les tuteurs, du coup, s'il vous plaît. Il y a évidemment un risque de stigmatisation des patients, puisque même si sociétalement on met des choses en place, il y a quand même des risques qui soient discriminés. Et comme on l'a dit, toutes les mutations ne mènent pas du tout au développement de maladies. Ça, du coup, ça a l'air compris. Et toujours Moquette le best. Vrai ou faux? Le secret médical n'est pas obligatoire en génétique. Pour les 15 personnes, je ne sais pas comment vous le redire plus clairement. Obligatoire. Ah putain. Moquette, il est indéprenable. Moi, je suis sûre, elle tape au hasard. Moquette, il viendra nous voir à la fin. Vas-y si tu veux. Concernant la conservation des paillettes, la cryoconservation altère la qualité du sperme, la chimiothérapie peut stimuler la fertilité, il y a une limitation de durée de conservation des paillettes, seul l'homme concerné peut demander la destruction de ses gamètes. Ouais, il fallait pas À zéro moment, la chimio, ça stimule la fertilité, comme on l'a dit, ça plutôt la détruit. Complètement. Et sans limitation. Qui explique? Il y a eu elle pour le premier, moi les deux autres. Bah ouais, c'est pour ça que c'est. Du coup, on est content. C'est pour ça que c'est clair. En fait. Bah, j'espère. J'effectue le table. Ils sont drôles. Ce sont les bonnes refs. Ensuite, concernant la procréation médicalement assistée, les embryons cryoconservés sont tous détruits au bout de 5 ans. Il est possible de donner des embryons surnuméraires à un couple d'accueil. La recherche sur les embryons est strictement interdite. Le consentement d'un seul membre du couple suffit. Pourquoi la rouge est fausse? Participez un petit peu. Ouais. Là au milieu, ouais. Ouais, bravo. Bonbon. Du coup, c'est OK. Pourquoi la jaune est fausse? Oui. Ouais, c'est ça en gros. Elle est juste limitée parce qu'on peut avoir certaines applications de recherche sur les embryons, cellules souches, machin. Je vous ai dit que c'était très régulé, mais on a quand même quelques recherches qui sont effectuées dans des buts médicaux. Moquette, il a peur. Moquette, c'est la dernière, pas le droit à l'erreur. Moquette, c'est la dernière, fais attention. Concernant le don de gamètes, le don de gamètes peut être payant, l'identité du donneur est connue, le couple doit s'engager à reconnaître l'enfant qui sera issu d'une IAD. La présence d'ABC chez le donneur n'a que peu d'impact sur l'embryon. Insémination artificielle avec donneur. Ouais. Vous êtes vraiment trop fort. Moi, j'ai mis la Podium. J'ai mis la 7 là. Ah ouais? Bravo Carla. Bravo Anton. Évidemment. Oh! Retournement de situation, c'est pas Moquette. Le podium peut réclamer ses bonbons si vous voulez. Oh putain. 3 cafés mon pote.